Bien le bonjour à vous tous et merci de votre fidélité à nos programmes sur Canal Algérie et en particulier votre émission Bonjour d'Algérie. Nous sommes là jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles du lundi matin puisque aujourd'hui nous sommes le lundi 9 février. Nous allons entamer cette émission avec le sport cette fois-ci exceptionnellement. Ramzi Mhamdi revient ce matin pour revenir sur donc, les images d'hier aussi. L'arrivée du trophée de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Bonjour Ramzi. Bonjour Amal, oui, le trophée est enfin arrivé en Algérie. Il va rester jusqu'à ce soir. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis d'autres rubriques, celle donc de Jawdet Gessouma dans sa rubrique Eclectica, l'agenda culturel. Il viendra nous donner quelques grandes lignes donc, qui ont marqué l'actualité culturelle ici à Alger et puis partout, bien sûr. Et Samira Hadjahmal nous emmènera du côté donc, de Milève, Mila plus précisément, et bien sûr à travers la mosquée de Milève, plus exactement. Voilà. Et puis nous aurons également notre amie Annie Asrir dans sa rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, elle nous parlera donc des contre-indications médicales pendant le mois de Ramadan. Bien sûr, faudra faire attention. Nous aurons aussi des étudiants de la CEPA, l'association donc des pharmaciens d'Alger, donc qui viendront nous parler donc d'une campagne concernant les maladies gastro-intestinales. Donc une campagne qu'ils auront l'occasion de débuter à partir donc du 10 février et qui s'étalera jusqu'au 21 et ils nous en diront plus tout à l'heure. Un gros plan sur la santé au travail. Nous aurons à cet effet un médecin qui viendra nous parler donc, de la santé au travail et quelles sont donc, les maladies les plus handicapantes et qui sont prévalentes aussi pour traiter absolument. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. On va commencer comme toujours avec une belle musique, une belle chanson. C'est un trio, c'est même pas un duo, c'est un trio, en tout cas c'est une belle reprise. C'est Rachid Kousseila, Yassine Idress et Zaki Mihoubi qui chantent Arwah. On se retrouve juste après. هاي مجرب الهلاك والريثيد دوا حلو أرواح أرواح العبادة ربايد الصلاح أرواح أرواح غربي كل الصلاح والخوان ما نروح أو لما يكات ودفر يا تنظر الشيخ موح لا عيون الباز مكحل ويكتفن ذقك غرسو ويتسابد ما يوحل واحد الغزيل بجمال ساباني واحد الغزيل بجمال ساباني واحد الغزيل سيك وسمي ثرح ضايوسين ورقانا غيظ ذواس خمام يسقى في الليثاس وتسفر في الفلاس عفافا مدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس عفافا ومدرس ذاقي وخاس نسيت فلاس شقعة سدياس شقعة سدياس فلاس ويصبروا لي ورزق جغ فلاس فلاس ويصبروا لي ورزق جغ فلاس
لقيتها في طوافي تسعة لقيتها في طوافي تسعة لقيتها في طوافي تسعة استغنم الحجة والتوابين استغنم الحجة والتوابين يا لا 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 يا لا لا يا لا لا كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت هذا ما هو محل الخطاب هذا ما هو محل الخطاب يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 عفاكم الله. Voilà, c'est en tout cas une très belle reprise donc de cette chanson et puis on l'accueille comme il se doit, je vous l'ai annoncé, il est là parmi nous, c'est donc Ramzi Mohamdi qui est avec nous, j'allais dire Zaki Mehoubi. Voilà, on va parler donc de cette maquette dans un tout petit moment, juste après cela. Alors, hier, on a énormément parlé, dès qu'on a entamé l'émission, de cette arrivée grandiose, donc de la maquette de la Coupe du Monde. Et on se posait la question, c'est quoi cette maquette? Elle est arrivée, pourquoi en Algérie, etc. 30 pays vont devoir aussi accueillir cette maquette. L'Algérie en faisait partie, donc enfin, elle est là. Hier, on a pu voir les images, n'est-ce pas? Oui, les images avec l'accueil du président de la République qui a dévoilé la maquette, où il était présent. On va voir les images, ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. Le président de la République a accueilli le trophée avec les joueurs de... Bon, c'était l'ancien joueur allemand, Jürgen Klinsmann, qui était la vedette. Quand on connaît le football, on sait que ce que vaut, on voit le trophée qui a été dévoilé par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune. Oui, avec les invités de marque, si on peut dire. Il y a eu le ministre des Sports, président de la Fédération de football algérienne, la délégation qui a accompagné le trophée. Il y a eu aussi les anciens internationaux algériens. On voit Madjer, le grand joueur Madjer. Il y a eu aussi Salah Assad, plus connu pour son rafle. Là, on voit Klinsmann, Jürgen Klinsmann, l'ancien international allemand, l'ancien de Monaco et de Tottenham. Là, c'est le sélectionneur Petkovic qui a été accueilli par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et Walid Saadi, le ministre des Sports. Il y a eu aussi la présence de Salah Assad, comme je disais tout à l'heure. On va aussi voir l'ancien international algérien, Lakhdar Belloumi, toujours modeste. On va le voir, les images. Le voilà. Le père de Brahim Belloumi. D'accord. Le joueur de Hull City. Oui. Et Benchir, Alilou, l'ancien du Mouloudia. Voilà, exactement. Il y a eu aussi la présence des joueurs de l'équipe nationale. Il y a eu le fameux Maza et Lucas Zidane. Bien sûr. Mahouch, le grand Mahouch, Mohamed Mahouch, l'ancien joueur de la fameuse équipe du FLN. Tout à fait. Il ne faut pas oublier le passé. Avec le passé, on fait le présent et le futur. C'est ce qui a fait l'histoire de notre football algérien d'ailleurs. Là, c'est le Zidi Bled, l'international algérien. Et on va voir Maza, le jeune Maza. Et je vais vous dire ce qu'il a dit enfin au président de la République à la fin. Il y a eu aussi Lucas Zidane et la photo de groupe. Magnifique. Beau souvenir, en tout cas pour tous ceux qui étaient présents et en tout cas ça sera inédit aussi, c'est inédit. Pour l'anecdote, Brahim Maza, ce qu'il a dit au président de la République, Sahar Mdanek. Voilà. Parce qu'il ne maîtrise pas beaucoup l'arabe et il parle plus. Il fait beaucoup d'efforts en tout cas, il fait énormément d'efforts, il est tout content de pouvoir aussi s'exprimer. C'est un honneur, comme vous l'avez dit. D'être dans l'équipe nationale. Oui, en équipe nationale. Il faut dire aussi que la fameuse coupe du Monde va sillonner beaucoup de pays, 75 pays, 75 escales, mais sur 30 pays. Il faut dire aussi que
c'est en préambule de la Coupe du Monde 2026, où l'équipe nationale va affronter l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche. On est 35e, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un programme chargé pour l'équipe nationale. Dès le mois prochain, après Ramadan, il y aura il y aura un stage préparatoire pour la Coupe du Monde, avec 2 matchs peut-être amicaux contre l'Uruguay, une grande équipe d'Uruguay, et peut-être l'Iran. C'est pas officiel. Ok, on attend de voir. On attend. On va enchaîner avec le futsal. C'est une très bonne nouvelle pour l'équipe nationale qui s'est qualifiée pour la première fois à la CAN. Oui, on donne juste l'actualité pour la Coupe. Donc pour tous ceux qui voudraient voir la Coupe du Monde, la maquette de la Coupe du Monde aujourd'hui, au niveau de la coupole, c'est ça Mohamed Boudiaf, où tout le monde, tous les Algériens. D'accord. Là, on voit le futsal, où, comme j'ai dit, l'équipe nationale a étrié la Guinée après avoir gagné au match aller 4-0. Là, c'était à Oran, au complexe d'Oran. Ils ont gagné 7-1. Au match aller, ils ont gagné 4-0. C'est une première pour l'équipe nationale. On voit que le travail paye. En 2 années de travail, ils sont qualifiés à la CAN. Ah, très bien. C'est une très bonne nouvelle. Donc, très bonne nouvelle. Tu nous l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. C'est une exception aussi, vraiment. Oui, c'est une exception. Le futsal, c'est pas aussi développé que dans les pays européens, mais ça arrive. C'est du spectacle. C'est du spectacle, il y a des règles aussi, plus particulièrement. Il y a des règles, ça se joue en 30 minutes. C'est plaisant, il y a beaucoup de buts, comme on l'a dit. 7 buts. 4 buts au match aller, 4-0, et 7 buts au match retour, 7-1, c'est-à-dire 11 buts à 1. D'accord, très bien. On enchaîne avec la Coupe de la CAF. Une autre bonne nouvelle pour l'Algérie, avec 2 clubs algériens qui étaient engagés en Coupe de la CAF. Le CRB qui a gagné contre l'équipe tanzanienne de Singida Black Star 1-0 en Tanzanie, il faut le dire. Et l'USMA qui a aussi gagné en Côte d'Ivoire contre San Pedro 3-2, ce qui veut dire que nos 2 représentants à la Coupe de la CAF sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même d'entamer le dernier match qui aura lieu la semaine prochaine. On voit les supporters. Et on termine avec le championnat national, bien sûr. Ça continue. Ça continue avec la 18e journée qui a eu lieu hier, amputée de 4 en 4, comme on l'a dit, avec le report des matchs Akbou JSK, Ben Akinoun Mouloudia, CRB Khenchla et l'USMA contre Paradou. Pour les résultats, le CSC est allé gagner chez Ruisset 2-1. Chlef a perdu à domicile contre Saoura. L'ESS s'est contenté du match nul. Et l'ESM Mostaganem qui a fait match nul contre le MCO. La semaine prochaine, comme on a dit, il y aura aussi la 19e journée sera amputée de 4 matchs. Parce que le Mouloudia, la JSK, l'USMA et le CRB vont disputer leur dernière journée des compétitions africaines. Il y aura 4 matchs. D'accord. Très bien. Donc, toutes ces informations, vous les connaissez, vous qui êtes donc fervents supporters donc, de l'équipe, des équipes, bien sûr, des clubs, bien entendu. On leur souhaite bonne chance. Bonne chance. Voilà. Et rendez-vous ce soir avec Mortar Hamani pour 50 de chrono. Très bien. Des informations, des sujets sur l'omnisport. Il ne faut pas oublier l'omnisport aussi. C'est très important, tout à fait. Et bien, nous, on se retrouvera, Inch'Allah, dimanche prochain. Inch'Allah. Parfait. Merci beaucoup, Ramzi. Merci à toi. Voilà. Eh bien, tout de suite, on vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nawel Benjilali. Mais avant, bien sûr, on va revenir sur le trophée. On rappelle encore une fois que le trophée sera observé. Donc, le trophée de la Coupe du Monde sera observé à la Coupole. À la Coupole, à partir de 9h30, où on invite tous les Algériens, les Algérois à venir parce que c'est exceptionnel. C'est ça. C'est une fois dans une vie peut-être. Il paraît que de toucher la Coupe du Monde, ça porte bonheur. Oui, ça porte bonheur. On verra. Peut-être qu'on va faire mieux que 2014, aller en quart de finale, demi-finale, pourquoi pas la finale et gagner la Coupe du Monde. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que c'était en or la Coupe? L'original peut-être. Malheureusement, c'est une maquette parce que depuis 2006, la Coupe du Monde, c'est une maquette qu'on déplace. Qu'on déplace, on fait la tournée mondiale. Parce qu'auparavant, la Coupe du Monde, on l'a donnée au vainqueur. Il l'a gardée. Après 4 ans, il l'a rendue à la FIFA pour qu'elle la donne au prochain vainqueur. Voilà. Mais ils ont décidé que ce soit la maquette
peut-être pour les vols, oui. peut-être pour les accidents. Et puis en même temps, la fédération veut garder, bien sûr, chaque fédération de pays veut garder bien sûr une copie, enfin. Une copie. Une vraie, enfin. enfin. Une vraie copie. Merci beaucoup, Ramzi. Merci à toi, la semaine prochaine. Je vous invite tout de suite, comme je l'ai dit, à suivre ce beau reportage signé Nawal Benjilali qui s'est intéressé à la street art, bien sûr, l'art donc de la rue. On se retrouve juste après. En Algérie, l'espace public est devenu un terrain d'expression et de débat grâce à l'émergence vigoureuse du street art, l'art de la rue. Traduisant la volonté des citoyens et surtout des jeunes de se réapproprier leur cadre de vie, d'y imprimer leur vision du monde et surtout d'engager un dialogue avec la société tout entière. Ils transforment des villes en galeries d'art à ciel ouvert. L'art de la rue, bon, il existait depuis bien longtemps, mais on va dire qu'officiellement, c'était aux États-Unis au cours des années 60-70. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment est né l'art de la rue. En fait, c'était beaucoup plus les personnes qui étaient un peu, communauté disons, un peu marginalisées. C'est un moyen d'expression, un moyen d'être là, un moyen de vivre et de dire qu'on existe. C'est une tribu pour les sans-voix qui n'ont peut-être pas la possibilité de dire des choses sur d'autres supports, mais qui le disent à travers plusieurs expressions, plusieurs langages, et donc c'est un alphabet, c'est un corpus, c'est un abécédaire, si vous voulez, de l'expression. Et cette expression, c'est le générique vraiment global de l'art de la rue, du street art. En résumé, c'est femme zinqawi, art zinqawi. Créer dans la rue, c'est plus faire ce qu'on veut, sans consigne, sans rien du tout. C'est l'artiste lui-même qui sort et qui va peindre ou faire de la céramique, de l'art mural et tout ce qui va avec. L'art de la rue algérienne ne se réduit pas à la décoration. Il s'est développé dans un contexte particulier. Expression après silence, un langage urbain et moyen pour les habitants de dire, de braver l'interdit et d'affirmer leur présence en tant qu'acteurs sociaux dans la ville. Aussi, entre considération et reconnaissance comme art, le street art interroge les normes et anime le débat. Une façon de tisser un lien social hors cadre standard, c'est dans un cadre plutôt particulier et plutôt qui n'est pas très formel, très officiel. Et puis, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'exprimer ses émotions certainement, mais c'est un moyen d'exprimer ses émotions d'une façon non violente. Et je trouve que ça, c'est très, très important. Donc, socialement, on va s'exprimer, on va exprimer aussi notre héritage, notre identité, mais on va peut-être exprimer des émotions, peut-être des frustrations, éventuellement, mais d'une façon très particulière et d'une façon très positive. Vous avez plusieurs expressions, le vêtement, l'expression murale, il y a des logos qui sont mis, qui traduisent cette appartenance. Des slogans, et ça c'est issu vraiment d'une tradition ancienne. On avait le célèbre graffiti qui était un seul héros, le peuple, et ça a tourné vers après les équipes, le football qui a cristallisé tout ça à travers une expression très très forte. Je trouve que ça brise énormément de barrières car dans temps normal, on dit que l'art est pour une certaine catégorie d'élite, alors que non, ça doit être pour toutes les classes et que tout le monde ait accès à ce genre-là. Donc, pour moi, l'art de la rue brise ces codes-là et rapproche tout le monde, en fait. Un artiste de la rue peut être les deux et peut choisir son camp. Généralement, s'il veut être activiste, il peut, mais s'il veut se détacher, il le peut aussi, juste pour créer et montrer son art et enlever l'échelle sociale qu'on donne généralement à l'artiste. Cet art se distingue par plusieurs aspects. Explosion des couleurs pour une volonté d'ajouter de la couleur dans un monde en noir et blanc. La diversité des supports, des façades d'immeubles
Au rempart, en passant par les ponts ferroviaires et les simples murs, aucun support n'est laissé à côté. Et les acteurs de cet art sont multiples, des artistes locaux, des étudiants des beaux-arts et des interventions spontanées des habitants. Nous, quelque part dans notre société, on a un peu perdu cette culture du beau. Peut-être qu'on s'est un peu perdu à un moment donné. Et on est tous d'accord que le beau, c'est une valeur universelle et fondamentale. Et en fait, il y a cet impact social de dire que nous, on veut une belle société. Et cette beauté va se refléter à travers l'art de la rue. La conclusion de cette histoire s'écrit à l'encre qui sèche au soleil et à la peinture qui résiste aux intempéries. L'art de la rue algérien, tel un miroir fragmenté tendu au pays, a capté les multiples visages, sa mémoire blessée, son présent bouillonnant, son avenir plein de couleurs. Il a transformé la ville en un livre ouvert, dont chaque fresque une page, chaque graffiti une phrase. Une syntaxe colorée où s'écrivent les tensions, les fiertés et les rêves d'une nation, transformant le béton en support de beauté et de réflexion. Il faut se mettre en tête que la beauté est éphémère et que même si ça va être effacé au cours du temps, on ne peut pas effacer en fait la mémoire qu'on a de ce projet-là ou de ce qu'on a créé, que ce soit nous en tant qu'artistes ou les passants ou ceux qui ont vu cet art-là. Généralement, avec les passants, c'est enlever une certaine barrière parce que la plupart des gens, ils pensent que les artistes, on ne communique pas forcément avec eux, qu'on ne nous voit pas. Donc, créer dans la rue, c'est montrer ce qu'on fait, montrer nos techniques, en même temps pouvoir avoir une conversation sur ça. De retour sur notre plateau, les voici, les voilà. Ils ont l'habitude de commencer au début de l'émission, au tout début de l'émission. Là, l'actualité était bien sûr de mise. Il fallait qu'on parle donc de la coupe arrivée ici en Algérie, la Coupe du Monde. Bonjour Daoudet. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Bonjour Samira. Bonjour. Et toute jolie Samira avec son collier. Comment ça va? Tu es toute bleue. Je suis Miro. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler donc de beaucoup de belles choses comme d'habitude. On va commencer par Daoudet. Tout de suite? Il n'y a pas de souci. Tout de suite, après ça. Voilà. L'actualité, on va la commencer avec un grand nom aussi de notre histoire, le fondateur donc, de l'État algérien. Oui. Donc, l'Amir Abdelkader. Donc, à l'occasion de la célébration de la deuxième Moubaïa qui a eu lieu le 4 février 1833, donc au ministère de la Culture, ils ont instauré un prix, c'était la première édition, pour les études et les recherches historiques, donc avec plusieurs participations de conseillers à la présidence, ministère des Moudjahidines, ministère de la Culture, qui ont honoré 3 savants donc, qui ont travaillé sur l'émir Abdelkader. Et il y a le professeur Mohamed Rachid Miloud pour ses travaux intitulés l'émir Abdelkader de la tribu à la nation et du milieu bédouin à l'État à travers des sources russes, donc pas mal. Oui. Le premier prix à Ouaddan Bourgfala pour son étude intitulée l'émir Abdelkader Jazairi, projet d'État et de nation. Et le troisième prix a été attribué au professeur donc, Mohamed Besker pour l'authentification du manuscrit intitulé Surur al-Nadir fi Akhbar Walidi al-Amir Abdelkader. Donc le premier prix c'était 1 million de dinars, deuxième prix 500 000 dinars et le troisième prix 300 000 dinars. Et ça, chaque année, il sera instauré. Oui. C'était la première édition il y a quelques jours, mercredi passé, je crois. Et donc, voilà, il y aura... L'émir Abdelkader continue toujours à fasciner, voilà, à donc intéresser. on est en train d'encourager à travers ce prix tous les corpus qui concernent, le corpus qui concerne
ce grand émir qui a fondé l'État algérien, notons-le. Et voilà, donc il y avait une commission, grand diplomate, grand humaniste qui a érudit, savant, poète, guerrier. Voilà, donc c'est à encourager et participer tous ceux qui ont un travail théorique sur l'émir al-Qadr, sourcé bien sûr. Tout à fait. L'admission est ouverte à tout le monde. Pourquoi pas. Eh bien, on va parler de l'aide à la création cette fois-ci. Oui, alors Arts et Lettres. Oui. Il y a eu la signature d'un décret, le décret exécutif au Premier ministère, donc décret exécutif numéro 2673, et qui est paru sur le journal officiel numéro 6 du 22 janvier 2026, qui fixe et organise les modalités d'aide à la création. Bien. Particulièrement les arts et les lettres, donc il y a quelque chose qui encadre tout ça, et ce décret sera exécuté par le ministère de la Culture. Il fixe toutes les modalités d'aide à la création, tout ça, donc tout le monde peut intervenir. Voilà, si vous avez un CV, si vous avez une biographie assez étoffée, des projets, tous les projets, que ce soit édition, que ce soit un montage d'une expo, de spectacle ou de même d'adaptation, de toutes ces choses-là, de production, c'est compris, à condition, bien sûr, de toute façon, les conditions il faut se rapprocher de qui? Ceux du ministère de la Culture, où sur la page vous allez trouver toutes les modalités d'application de ce travail. Il y a une limite d'âge, il y a une sélection. Il y a une limite de qualité où vous devez d'avoir quand même un certain bagage et voilà. Et ça passe par le Conseil national des arts et des lettres. Je pense, oui. Je pense. Parfait. Bien sûr, on attend, Samira, ton produit. Le dispositif d'aide à travers le Conseil national des arts et des lettres existait. Oui, mais là, il y a un décret qui fixe, donc il y aura d'autres modalités, notamment aussi... Il y aura des modèles, des sous. Des sous-sous, voilà. Alors, voilà. On continue bien sûr, puisque c'est la création. Cette fois-ci, un atelier aussi sera ouvert, dédié aux arts. Oui, avant ça, il y aura probablement, nous allons revenir sur ça prochainement, sur le cinéma aussi, où il y a aussi un décret sur la production cinématographique. Il y a une aide qui est différente, je pense, du DATIC qui existe. Au CADC qui va aider justement à la production et tout ça, on reviendra plus en détail. D'accord. Mais pour la formation, justement, pour rester dans le cinéma et tout, la formation à Tizi Ouzou, la Cinémathèque Le Mondial de Tizi Ouzou, en compagnie du Centre algérien de la cinématographie, vont organiser dans quelques semaines une formation qui va s'étaler sur toute l'année 2026 avec des thématiques précises sur le cinéma. D'abord la formation à l'actorat à travers des méthodes comme la méthode Stanislavskienne, la méthode Lee Strasberg, Chekhov et tout ça. Actorat, ensuite le montage, production avec écriture cinématographique, scénario, avec scénario, comment on fait un personnage, comment on le monte, comment on fait une intrigue, comment on fait tout ça. C'est des ateliers, tout ça, des ateliers d'écriture. Où chacun, c'est-à-dire là il y aura par exemple l'écrivain Ernst Klimetrev qui va donner cette formation. Pour ce qui est du cinéma et des arts, ce sera le plasticien Denis Martinez qui a travaillé beaucoup dans le cinéma, qui va donner une formation entre le cinéma et les arts plastiques. Il y aura l'universitaire Latifa Lafer qui se penchera sur l'anthropologie cinématographique et les connexions à travers la sociologie et le cinéma seront données par le sociologue Kamel Chachoua. Ce sera à la Cinémathèque le Mondial de Tizi Ouzou. Et tout ça, c'est une initiative de Yazid Arab, réalisateur assez dynamique dans le festival du cinéma. Qui prépare un film documentaire sur Assia Djbar. Voilà. Et qui a à son actif
archives plus d'une 50aine de documentaires. Des documentaires très très intéressants. Oui, très intéressants. Et de plus, lui, il est vraiment très actif à ce niveau-là, au niveau même de la formation, de la transmission. Et Jawdet, je suis sûre que tu vas y aller, puisque ça t'intéresse par-dessus tout. Le cinéma, l'actorat aussi, le métier d'actorat aussi, c'est très intéressant. On a développé quand même, on a été sollicité pour plusieurs cycles de formation, notamment à Timimon et tout ça. Tout à fait. Donc on avait en amont. On t'a vu, de toute façon, on t'a vu aussi dans le précédent reportage. Tu es aussi un bon acteur quand il s'agit de parler de street art. Voilà. Et sinon, pour ne pas spolier, j'ai quand même participé à quelques films en tant qu'acteur. Oui, on sait bien. C'était la dernière. Mais bon. Inch'Allah, la prochaine fois on te recevra en tant qu'acteur. Sinon, on va parler aussi donc d'une belle exposition à la Galerie Asna. Plastique, oui, on en avait parlé d'ailleurs, notre ami reporter en avait parlé sur Nawal Beldjilali. Nawal Beldjilali, elle en avait parlé sur les ondes de Canal. Et c'était sympa parce que c'est un artiste de la nouvelle génération qui s'appelle Basset. Et donc Basset, c'est son nom. Bouchlarim, voilà, donc sous l'intitulé Révélation. Ça a commencé fin janvier et ça va aller jusqu'au 14 février prochain. Donc vous avez encore quelques jours pour aller faire un tour, pour découvrir ce jeune artiste qui a décidé de revoir un peu nos mythes et légendes et notre caractère un peu populaire, mais à travers un nouveau regard très bien composé, des couleurs très flashy, la nouvelle figuration et tout ça. Ça parle d'Ahmal Harrachi, de Telbi. Notre journaliste Linda Teboul l'a rencontré, lui a consacré un jeune tout timide comme ça. Et il est passé même sur notre plateau. Voilà, j'avais un peu cité ça tout à l'heure. Et donc, plein de couleurs, beaucoup de soleil dans ces travaux. C'est très intéressant à découvrir parce que je pense que les contemporains aujourd'hui sont un peu comme ça. Voilà, ils sont affranchis un peu du caractère un peu traditionnel. Voilà, donc avec les arts graphiques, ces nouvelles attitudes plastiques, une nouvelle esthétique, c'est très intéressant. Je pense que ça commence à être un mouvement artistique, presque. Oui, il y a peut-être cette nouvelle figuration qui apparaît. La dernière fois, on avait parlé dans les séances précédentes, enfin dans les émissions, on avait parlé de Omar Rahmani, qui habite à La Rouat et qui fait vraiment, qui revisite. C'est exactement à lui que je pensais. Voilà, qui revisite, donc chacun à sa manière cette nouvelle vision de voir les choses. Et c'est très intéressant. Une belle palette graphique. On va terminer par un petit scoop, sympatoche, comme on dit. Cinéma, cette fois-ci. Voilà, on revient au cinéma. Alger, Bab el Oued, un peu tout ça, avec comme thème emblématique la femme battante, la femme courage, dans les années 90. Donc nos amis spectateurs devineront de quelle période il s'agit. Et ils devineront sûrement, quand je dis Bab el Oued, d'Alger, un peu tout ça. Quel est le réalisateur fétiche le réalisateur donc fétiche d'Alger qui raconte bien. Tout à fait. Elle a bien deviné. Pourtant, je lui en ai pas parlé. Voilà. Et donc, Merzak Alouache nous revient avec un film. Ça, c'est un petit scoop de mes choses personnelles que j'ai volé quelques photos. Bien, donc, il tourne Sawar Zahir. Là, il a terminé le tournage. C'est en plein montage. Et c'est vraiment un film où ça parle d'une photographe, d'une jeune photographe. Ça, c'est le thème un peu générique. C'est filmé avec, enfin, c'est produit avec Alpha Tongo Productions. Et c'est un film très artisanal. C'est-à-dire il est fait vraiment avec une caméra à l'épaule, très dynamique. Le directeur photo, donc c'est Moudi Lagoun, qui est aussi réalisateur, photographe. Un grand aussi. Caméraman excellent, donc j'ai eu la chance d'assister un peu à ces tournages, assisté par Fouad Terrifi, qui fait aussi beaucoup dans le casting. Il a une agence d'ailleurs, Oudjo. Et ça, donc, c'était une expérience très à dimension humaine, donc très bien. Ça promet tourné, en tout cas. Et ça promet vraiment un beau petit film. Inch'Allah. C'est quoi, il a tourné avec caméra à l'épaule, c'est ça? Avec, Moudi Lagoun. Avec bien sûr, caméra sophistiquée aussi. Et il va jusqu'au fond, il allait chercher, c'est-à-dire les personnages, les actions, c'est très dynamique, très vivant, voilà, spontané. Et donc, voilà, ce tournage était
aussi intéressant que... Belle exclusivité en tout cas. Merci beaucoup Jawdet pour toutes ces informations. On attend de voir pour la suite. Avec Je peux rajouter un événement. Oui, oui. Donc depuis 2 jours, il y a une exposition qui a été inaugurée, c'est à la Galerie Zouar, et c'est dédié à la calligraphie. C'est l'artiste, il vient d'Oran, donc Nourdine Kour, qui est un calligraphe connu, qui a reçu il est au Caire, il va être au Caire pour justement pour représenter la calligraphie algérienne, mais il y a un concours sur les logos Ramadan et il est en bonne place pour avoir le prix. On en reparlera alors, sans doute. Du 7 février au 5 mars. C'est un plasticien justement qui revisite la calligraphie d'une très belle manière. On peut visiter l'expo pendant le mois de Ramadan, par exemple. Voilà, par exemple. Merci. Samira, ça sera tout de suite à toi, n'est-ce pas? Allez, c'est tout de suite. Samira, agenda culturel, plutôt, écume et patrimoine. Il a suffi que tu me donnes une information, que tu m'as brouillé les pistes. J'ai commencé à dire agenda culturel pour toi. Agenda culturel, destination culturelle. Je résiste souvent par rapport à l'archéologie, à tous les sites. Je résiste souvent pour ne pas intervenir. Parce que c'est formidable cet univers qui parle de la Mais c'est aussi un rendez-vous avec l'histoire, la culture, le patrimoine. Tout à fait. Et intervient, tu veux Allez, est-ce que tu vas nous emmener à Milève? À Milève, donc l'archéologie, cité d'archéologie, d'histoire, de culture par excellence, un patrimoine, une valeur inestimable du patrimoine algérien. C'est pas très loin d'Alger, c'est à l'est. Bon, pas très loin. On met 4 heures, à peu près 4h30 de route. C'est à presque 400 km d'Alger. Voilà, c'est très agréable. La route, elle est magnifique. L'autoroute, elle est magnifique. C'est tout droit, enfin presque. Mais jusqu'à Constantine, c'est tout droit en tout cas. Pourquoi Constantine? Parce qu'elle est très importante par rapport à Mila et par rapport à Sétifis. Donc Sirta à l'époque et Sétifis. Mila, elle est juste au milieu. Et puis il y a Djidjel au nord. J'essaie de visualiser ça à la carte. Voilà. Tout ça pour la situer. Elle est sur la voie romaine entre Sétifis et Constantine, donc voie commerciale, donc le blé, donc cité agricole en fait. Voilà, les habitants. Pourquoi elle est très célèbre? Elle est d'abord très célèbre par rapport à l'Opta. L'Opta, c'est un évêque qui a vécu à cette époque. Pourquoi il est célèbre? D'abord, il est célébré tous les 4 juin de chaque année par tous les chrétiens du monde. Il a inscrit, on va dire, la martyrologie romaine. Il a écrit un traité sous Justinien Ier et jusqu'à Théodose d'ailleurs, donc sur plusieurs années. C'est une région qui a été christianisée par excellence. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les vestiges de cette époque. Il y a eu 2 conciles aussi, on va donner les dates, en 402 et 416. C'est important par rapport à Rome et par rapport au concile de Carthage. Qu'est-ce qui est important dans cette ville? Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est le vieux Milève, le vieux Mila aujourd'hui. Hein, on va garder sur Mila, on voit les images. Voilà. Celle qu'on voit, c'est la mosquée Sidi Ranem. Sidi Ranem, pourquoi on a parlé du christianisme et donc la romanisation, bien sûr, et la présence de Byzance? Parce que cette mosquée qui est considérée parmi les plus anciennes, hein, parce qu'il y a celle de Sidi de Biskra, celle de Urba ibn Nafa, qui est considérée aussi comme la plus ancienne. Il y a un grave problème de datation par rapport à la mosquée Sidi Ranem, qui est la mosquée d'Abu Muhajir ad-Dinar, qui est en allant vers Biskra, à l'avènement de l'islam dans le Maghreb et dans le monde. Est venu à Mila. Bien sûr, ils sont attirés par là où il y avait les vestiges du christianisme. Une civilisation efface l'autre. C'est ça. C'est toujours comme ça. C'est toute l'histoire du monde. Voilà. Donc eux, quand ils sont arrivés, ils ont construit. Alors sur une ancienne basilique byzantine ou à proximité. En tout cas, c'est un quartier qui est antique. La pierre est antique. On la retrouve dans la mosquée de Sidi Ranem. Elle s'appelle, pour certains, donc Dinar. Et pour d'autres, elle s'appelle Sidi Ranem, qui est saint patron de... J'ai eu un blanc par rapport...
Donc elle s'appelle Sidi Ghanem, qui est un saint patron de la région. On peut retrouver aussi, il y a la Zaouia, on a vu les photos passer, il y a la Zaouia des Hamlaoui, il y a cet aspect spirituel, rayonnement de l'islam, bien sûr, des érudits, de du fiqh en fait, de toutes les études liées à ça. Milève est connue parce qu'on la voit peut-être passer, c'est la carte de Pir et Raïs, elle est signalée par tous les historiens de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de l'époque médiévale. Elle est là. Elle a joué un rôle très important dans tout, dans le commercial, dans le spirituel, dans l'existence en elle-même. C'est une région très importante pour notre pays, pour l'archéologie et l'histoire. Rahim Abdelaziz, on le salue aussi parce qu'il a fait un énorme travail dans cette région. Exactement. Et il nous a tout le temps parlé de l'archéologie, donc de Milève. Oui, c'est vraiment une ville les plus importantes. Oui, elle est très importante parce que les vestiges demeurent. On a une cité, des remparts byzantins qui existent à ce jour. On a des conduites par rapport à l'eau sur, je crois, plusieurs mètres qui sont antiques, donc très anciens, qui existent toujours et qui fonctionnent avec la fontaine. Fontaine qui est très connue, la fontaine fraîche en fait. Et les conduites existent jusqu'à aujourd'hui, elles sont antiques et elles sont fonctionnelles. Donc c'est quelque chose qui est très important. Qui a vraiment résisté à travers le temps. Ou la technique. Ou la technique. La technique aussi. Et puis les habitants ont conservé leur patrimoine. Je voulais revenir sur la mosquée Sidi Ghanem. Pourquoi on a du mal à la dater? Parce qu'elle a subi, durant la colonisation française, j'ai envie de dire, de la sauvagerie. Quand les Français sont arrivés, ils ont voulu en faire une caserne hôpital. Donc même les étages de la mosquée ont été modifiés. Ils ont mis de la peinture et de la chaux, je pense, sur toutes les décorations, les ornements qu'il y avait sur la pierre. Ils ont modifié toute la structure, donc il n'existe même pas les plans d'origine. Et les Français en ont fait une espèce de casernement, hôpital, avec modification de la structure originale. On pourrait revenir avec la restauration. C'est la même chose pour Delès, ils ont fait la même modifié. Oui. Donc ce sont des militaires qui sont structure venus authentique. Voilà, et bien sûr, ils ont revoulu en faire une basilique, c'est-à-dire revenir à ce qui a comme été à chaque fois à l'origine. Voilà, exactement. Donc la mosquée en elle-même, le site en lui-même, même par rapport à la basilique, il a subi énormément de modifications. Maintenant, le ministère de la Culture, l'État, les autorités, le wali actuel de Mila essayent il y a eu des restaurations régulières et tout, pour essayer de revenir à quelque chose. Faites par des professionnels qui connaissent l'histoire. Elle est magnifique, c'est-à-dire puisqu'elle est construite à base de pierres antiques, de colonnes antiques aussi, donc qui ont été ramenées comme pour la plupart des sites en Algérie. Il y a eu des déplacements de matériaux qui ont servi à la construction de d'autres anciens. C'est aussi ancien, puisque la mosquée est considérée elle-même comme peut-être la plus ancienne d'Afrique, en tout cas du Maghreb certainement. Et du ça monde pourrait intéresser le public. Du monde islamique. On la situe à peu près de l'Égypte, en 53. Wow. Voilà, donc c'est quand même très tôt par rapport à l'islam. Et elle est d'une importance capitale. Mais toute la ville de Mila, c'est-à-dire même cette histoire avec le christianisme, l'Opta, c'est quelque chose de... Pourquoi? Parce que l'Opta a été le précurseur, on va dire, de Saint-Augustin. Saint-Augustin est allé à Milève, et donc tout ça a une importance, plus les vestiges romains, plus. C'est une destination culturelle, historique, archéologique d'importance pour l'Algérie. Tout à fait. Elle est à l'est du pays, elle est entre Sirta, bien sûr, et ça reste une cité numide, donc elle fait partie de la Numidie, c'est ça. Qui a subi en fait cette superposition civilisationnelle, je vais réussir à le dire. C'est un beau voyage culturel et cultuel aussi. Même il y a la nature, il y a la nature, il y a des barrages, il y a tout s'y prête en fait. Allez, et puis arrivé à Constantine, un beau dépaysement sur ce rocher. L'huile d'olive, bien sûr. Ce rocher et ces ponts suspendus magnifiques. Voilà. Samira, tu voulais aussi rendre hommage à un monsieur qui nous a quittés, un auteur et un poète qui nous a quittés, Allah yarhamou, n'est-ce pas?
Alors, Mahmoud Arwa, qui est décédé hier, franchement, moi je l'aimais beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté. Il est d'abord, c'est d'abord un docteur, animateur, réanimateur, anesthésiste. Il a travaillé très longtemps à l'hôpital Mustapha. Je l'ai connu dans un cadre professionnel, bien sûr, récemment, l'année dernière, pour une émission littéraire à la chaîne 3. Et donc il était venu avec tous ses livres qu'il m'a dédicacés, tous ses livres. C'est un homme, d'abord un médecin qui a travaillé dans le secteur public la moitié de sa vie et qui ensuite est reparti à Bellecour réouvrir le cabinet de son père, Ahmed Arwa, qui est connu aussi, qui a beaucoup apporté à l'Algérie puisqu'il est le fondateur, au-delà du fait qu'il était un moudjahid, il était le fondateur de la Société algérienne de l'histoire de la médecine. Et c'est toute la thématique du père et du fils. Qui ont exercé la médecine en même temps, mais qui sont allés alors de l'Extrême-Orient à l'Occident à la recherche de tous les traités de médecine pour en faire des livres. Mahmoud Arwa, on avait travaillé sur Staten Island. C'est un roman, c'est de la fiction, mais basé sur réellement un événement qui aurait pu avoir lieu à Bagdad, sur bien sûr en rapport avec la médecine. Et la médecine telle. Il a fait aussi un traité, enfin il a traduit un traité d'un médecin médical très très ancien qui était sorti il y a quelques années aussi. Il a aussi beaucoup travaillé sur les savants musulmans. Ibn Sina, etc. Comme son père. Son père a été le recteur de l'université islamique de Constantine. Donc c'est des gens, les deux, le père et le fils, la famille je suppose, qui ont une bibliothèque magnifique. Mais il a un frangine aussi qui est architecte. Architecte, céramiste aussi, qu'on avait reçu sur notre plateau. Donc écrivain très prolixe, on avait au moins un livre par an. Il est parti trop tôt pour moi. Il est parti aussi frustré puisque la dernière fois où je l'ai vu, ça fait quelques semaines, pas beaucoup, il était très frustré de ne pas de ne pas trouver d'éditeur pour son dernier livre. C'était vraiment très. Ça rajoute un peu. Son dernier ouvrage, c'était Ibn Hamadouche al-Jazairi. Ça aussi, il a fait connaître ce savant qui était méconnu donc de l'Algérie. Ce savant était localisé à la Casbah d'Alger. Qui s'occupait de réécrire les. C'est vraiment une perte pour l'Algérie, pour la culture, du moins pour le monde de l'édition, parce qu'il met en lumière des choses qui ont existé, en Algérie, mais aussi en Orient. De tous ces savants érudits qui ont apporté à la science, à la médecine. Et lui, en plus, il nous fait rêver parce que dans Staten Island, c'est aussi une histoire d'amour. Et qui traverse les siècles, les époques, mais qui parle, c'est autour de la médecine. C'est ça. On continuera bien sûr à en parler. Les gens de Bellecour, le Pleur. Exactement, le Pleur, les gens d'Alger et tous ceux qu'il rencontrait parce qu'il était d'une humilité. C'était un médecin, bien sûr, il a soigné les Algériens, mais en plus c'était un auteur, un très bon auteur. Voilà. Et bien sûr, le salon du livre aussi sera donc triste de ne pas le recevoir parce qu'il faisait des ventes dédicaces à chaque fois qu'il en avait l'occasion, chaque année. Il rencontrait les lecteurs. Et puis c'était un poète aussi. Il avait écrit par exemple Origami. C'est ce que j'ai retrouvé hier soir en fait rapidement. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour la littérature algérienne. Une sensibilité à fleur de peau. Tout à fait. Voilà. Eh bien, Allah yarhamou, on présente toutes nos condoléances à sa famille. Et puis on aura l'occasion d'y revenir à travers nos prochaines rubriques aussi, lui rendre hommage à travers donc ses écrits et son travail. Merci beaucoup Samira. Merci Amel, merci. Merci Jawdet. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bonne journée. Et puis on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Il y a eu donc une opération de nettoyage et une opération de nettoyage et de ramassage des déchets du côté de la forêt de Baïnem. C'est avec l'association Gaïa. Tu en as entendu? Oui, un blogging, tout à fait. Il court et en même temps il ramasse des déchets. C'est en même temps sportif et écologique. Voilà, c'est beau. Je vous invite à suivre ce reportage. On se retrouve juste après. Les coureurs du Gaïa Athletic Club s'élancent en pleine nature, sac et gants à la main. Mais ici, la course n'est pas seulement une question de vitesse, chaque pas est un geste pour la planète. En partenariat avec la direction des forêts, l'association organise une opération écologique originale mêlant sport, nature et citoyenneté.
promotion des sports outdoor ici en Algérie, à Alger. On est affilié à la DGSL d'Alger. On essaie de renvoyer l'ascenseur parce que c'est une forêt qui nous procure beaucoup de bien. Et là, on essaie de faire une opération de plugging qui consiste à ramasser les déchets tout en courant. Au programme, une course à pied en pleine nature, ponctuée d'une action de ramassage des déchets afin de sensibiliser les jeunes et les sportifs à l'importance de préserver les espaces verts. On est là aujourd'hui pour sensibiliser les gens à protéger la nature. Alors on a réuni toutes les familles du club, même les gens d'Alger entièrement, la protection et la sécurité pour dire aux gens il faut protéger la nature et sensibiliser les gens à respecter la nature. Voilà. Et j'espère que voilà, tout le monde va apprendre à ses enfants à préserver la nature et à leur apprendre à nettoyer partout, pas que les forêts, même dans les cités, même dans les maisons et tout. Toute cette organisation vise à sensibiliser les familles et tout le monde par rapport à la nature, au fait de respecter la nature, à l'importance de respecter la nature, à l'importance de pratiquer une activité sportive régulière en famille. L'activité sportive, généralement, on la pratique en nature. Donc si on veut trouver notre nature propre, il faut la préserver. Donc c'est d'une pierre deux coups. On va faire notre sport, on va protéger notre nature et on va inculquer ça à nos enfants aussi. Ce rendez-vous sportif et écologique se transforme en moment de partage et de convivialité. Rappelons que préserver la nature peut se faire en famille, entre amis ou entre passionnés de sport. Et pour ceux qui cherchent une idée pour ce week-end, le message est clair. Allier activité physique et bien sûr le sport. Eh bien, on est de retour pour justement présenter nos invités. C'est un plateau santé qu'on va vous présenter tout de suite. Avec nous, donc, le médecin qui va nous parler donc, de la médecine au travail, c'est ça, la santé au travail? La médecine du travail. La médecine du travail. Il s'agit donc de Madame Amina Rezag. Bonjour et bienvenue. Merci, vous êtes médecin. Merci pour l'invitation. Vous êtes médecin, vous travaillez donc depuis 2014 au niveau du 2015, au niveau du CHU de Blouette. Tout à fait. Et vous allez nous parler des règles, donc de la santé au niveau du travail, des métiers qui sont aussi qui pourraient aussi être des maladies handicapantes ensuite, par la suite. Enfin, on va développer tout cela. On dit juste bonjour à notre amie Ania Sril qui va nous parler donc de la santé et du bien-être aussi. Bonjour Amal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc on va parler aussi donc des conditions de Ramadan. Exactement. Toujours dans le thème de la préparation avant le Ramadan, les personnes qui doivent être un peu plus prudentes concernant le jeûne du Ramadan. On va parler de tout ça. Les contre-indications? Exactement. Voilà, dans un tout petit moment. Mais on va commencer avec la médecine du travail et puis parler donc de ces maladies qu'on rencontre plus souvent. Alors il y a des métiers plus difficiles que d'autres? Oui, bien sûr qu'il y a des métiers où des travailleurs sont fortement exposés à certains risques professionnels. Donc la médecine du travail, c'est une spécialité qui s'intéresse à la spécialité santé. à part entière. Bien sûr, c'est une spécialité à part entière. Donc on fait 7 ans d'études de médecine générale et on se spécialise comme les autres spécialités pendant 4 ans. C'est ça. Donc c'est une spécialité qui s'intéresse à la santé des travailleurs sur les lieux du travail. Donc c'est une spécialité qui est principalement, on va dire, préventive, mais accessoirement curative. Donc la prévention sur les lieux du travail et lors des consultations. Donc on essaie de recevoir les travailleurs, de les sensibiliser par rapport à leurs risques auxquels ils sont exposés. Et en même temps, on fait de notre mieux pour prévenir la survenue de pathologies qui sont en relation avec leur activité professionnelle. C'est ça. Et vous faites donc des rencontres assez souvent pour expliquer, pour sensibiliser. Donc il y en a une toute récente. Oui, il y a eu à Sétif, donc le week-end passé, où il y a eu donc un congrès sur les journées nationales de Sétif qui a abordé les risques en milieu agricole. Il y a eu aussi un congrès international de formation pour les médecins du travail qui s'est déroulé au mois de novembre, où il y a eu plusieurs ateliers de formation pour les médecins du travail afin d'actualiser leurs connaissances vu la survenue de nouveaux risques émergents actuels.
actuellement. Donc il faut qu'avec le changement de rythme de travail, du style de travail... Nous sommes, comme on l'a dit, dans la mondialisation et bien entendu, il y a plus donc de choses qui surviennent aujourd'hui. On a eu la période Covid qui a beaucoup affecté les travailleurs, il y a eu une incidence sur la santé aussi mondiale et bien sûr partout dans le monde, en particulier bien sûr, aussi donc, chez nous. Les travailleurs algériens, comme tous les travailleurs du monde, ont été affectés par cette période du Covid. On le constate aussi lors de nos consultations. Donc il y a une période avant Covid et une période après Covid. Les plaintes ont changé, les symptomatologies cliniques ont changé, des pathologies émergentes sont apparues chez ces travailleurs, que ce soit par rapport à l'exposition au Covid et son effet sur la santé de ces travailleurs, et aussi lié au fait que durant la pandémie du Covid, il y a eu l'introduction du télétravail pour les travailleurs, malgré qu'il n'est pas cadré sur le plan réglementaire encore en Algérie, mais il a été introduit pour certaines entreprises avec l'effet de ce type de travail sur la santé de ces travailleurs. Bien sûr, éviter la pandémie, bien sûr, au sein même donc, de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'était parmi les mesures préventives. C'est ça, c'est ça. Et on voit aussi apparaître ces dernières années l'apparition du stress, du burn-out. C'est de nouvelles donc, terminologies qu'on ne connaissait pas. C'est des terminologies qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas aussi fréquentes. Mais là, actuellement, on voit qu'il y a une augmentation des nombres de plaintes de travailleurs touchant différents secteurs d'activité. Avant, il y avait certains secteurs qui étaient surtout concernés, mais actuellement, on remarque que le secteur de la santé, les entreprises, donc c'est des risques. Les médias. Donc c'est un risque qui commence ou qui s'étale de plus en plus. Donc nous, en médecine du travail, on fait de notre mieux pour sensibiliser les travailleurs par rapport à ce risque, de les accompagner, les écouter parce que c'est très important, savoir les retirer au bon moment de ce risque et les accompagner au mieux dans les meilleurs... Les arrêts cardiaques aussi subis aussi, c'est assez récurrent. C'est des situations qui existaient depuis toujours, donc sur les lieux du travail, qui peuvent être déclarés comme des accidents de travail et reconnus ou pas, c'est à la CNAS d'en décider, vu que la définition de l'accident du travail, c'est une cause subite, de cause extérieure, mais on prend en considération, on déclare ces travailleurs et c'est à la CNAS de voir, décider par rapport à la reconnaissance. Bien sûr, alors c'est vrai que depuis quelques années également, il y a partout dans le monde, c'est une question de santé publique, les cancers aussi qui ont plus pris un chiffre effarant. Ça dépend bien sûr quel cancer aussi, ça dépend aussi de l'exposition, que ce soit donc des produits chimiques, les personnes sont exposées à des produits chimiques. Oui, il y a des cancers qui sont d'origine professionnelle, donc l'origine professionnelle a été évoquée pour certains cancers, citant les cancers des ostéosarcomes, les cancers de la vessie, par exemple lors de l'exposition aux amines aromatiques. Il y a aussi l'exposition à la poussée de bois à l'origine de cancers de l'ethmoïde. Il y a par exemple l'arsenic, les cancers cutanés. Donc il y a plusieurs cancers, l'amiante, donc le mésothélium, le cancer bronchique aussi. Donc il y a plusieurs cancers qui peuvent être de l'origine professionnelle et la prévention peut prévenir la survenue de ces cancers. Donc tout ce qui est la sensibilisation des travailleurs au port de moyens de protection. Les agriculteurs aussi qui travaillent avec des produits phytosanitaires. Encore une fois, c'est important de les sensibiliser, comment se protéger vis-à-vis par rapport à ces risques en portant les moyens de protection, les combinaisons, les moyens de protection individuels qui sont en général mis à la disposition. Et bien sûr, il y a des produits interdits il y en a bien entendu qui ne doivent pas entrer aussi dans la consommation quotidienne. Alors l'agroalimentaire, vous me disiez que ça aussi c'était une autre paire de manches. Oui, donc il y a le secteur aussi agroalimentaire que par exemple nous à Bebloune on prend en charge et tout service de médecine du travail prend en charge. Donc c'est des travailleurs qui font dans la production, donc tout ce qui est biscuiterie ou tout ce qui est boisson, qui sont aussi exposés à d'autres risques tels que les troubles musculo-squelettiques, et d'autres risques, le travail en horaire atypique aussi, donc les travails en équipe et tout. Donc nous, sur le plan santé, on les suit et on les sensibilise en les prenant en charge par rapport à ces différents risques, par rapport il y en a qui travaillent le soir aussi.
aussi, ça se appelle travail en horaire atypique. C'est ça. Donc c'est le travail en équipe, soit en 3x8, en 2x8. C'est des travailleurs qui ont un rythme qui va à l'encontre du rythme physiologique. Donc on essaie de les sensibiliser par rapport au rythme de l'alimentation, la récupération du sommeil, comment il doit être leur style de vie et rythme de vie. Donc, il y en a qui travaillent en mer aussi, là encore c'est très difficile. C'est un secteur qui est en mer ou en l'air aussi. En mer et en l'air, qui ont aussi un rythme de travail assez particulier. Ouais, ils doivent prendre leur retraite beaucoup plus tôt, non? Non, on parle pas forcément. Pas forcément. Donc, ils ont en tout cas, il y a une incidence sur leur santé, hein, je pense. Oui, bien sûr. Du moment qu'on exerce une activité, il y ait une incidence à différents niveaux et à différents risques. D'où l'importance de la prévention et de notre présence à leur côté et de les accompagner tout au long de leur parcours professionnel. Voilà, il y a bien sûr des métiers qui sont liés aussi aux travaux manuels, par exemple, que ce soit utiliser beaucoup les mains. Donc, il y a des problèmes de canal carpien. Oui, donc les gestes répétitifs, tout ce qui est l'utilisation aussi de certains outils. Donc, par exemple, les outils. Le clavier aussi. Le clavier, donc le travail sur écran. C'est ça. Donc, qui peut être à l'origine de troubles musculo-squelettiques, donc tels que le canal carpien, les fatigues visuelles, le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur, oui, les vibrations, avec des effets sur la vascularisation, les effets sur. En tout cas, chaque entreprise doit obligatoirement avoir un médecin du travail, et c'est très réglementé. Oui, donc c'est une spécialité qui est assez réglementée. Nous avons des lois, des textes réglementaires, des arrêtés qui régissent l'organisation de la médecine du travail. Elle est obligatoire pour tous les travailleurs et tout employeur doit souscrire à une convention, soit avec un service de médecine du travail ou bien avec un médecin du travail en libéral, afin de protéger ses employés, vu que c'est une obligation. Il est le premier responsable à la santé de ses travailleurs. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est très intéressant, la médecine du travail. On aura l'occasion peut-être de prendre un thème à chaque fois et pourquoi pas vous réinviter. Voilà, on va continuer à parler santé, cette fois-ci avec de la prévention et surtout des conseils que nous prodigue chaque fois qu'on en a l'occasion avec la rubrique de Ania Srir qui va nous parler tout de suite donc des en tout cas des contre-indications médicales pendant Ramadan. Tout de suite après cela. Santé et bien-être, on a bien écouté sagement notre ami qui est venu donc nous parler donc de la santé au travail. C'est très intéressant. Très intéressant. Et puis continuer à parler bien entendu donc de santé, de bien-être cette fois-ci. Ramadan est à nos portes. Oui, justement avec la série de préparation avant le Ramadan, on ne va pas oublier les contre-indications au jeûne du Ramadan. Nous le savons très bien, jeûner c'est excellent pour la santé, ça nous permet de réellement aider notre corps à se détoxifier lorsque ce jeûne est fait d'une façon correcte, et la rupture du jeûne également, on verra ça Inch'Allah par la suite. Et donc c'est bénéfique évidemment pour notre santé, mais il faut rappeler quand même qu'il y a quelques contre-indications au jeûne, voire on va conseiller certaines personnes à être plus prudentes envers le jeûne du Ramadan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait rappeler que c'est toujours au cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on peut rappeler aux gens, on peut les orienter au travers de ce type de conseils, mais c'est toujours au cas par cas, c'est-à-dire que c'est le médecin traitant qui va décider si ce patient va pouvoir jeûner pendant le Ramadan ou pas. Donc c'est toujours, il faut toujours revenir à son médecin traitant. Mais globalement, il y a des pathologies auxquelles on va essayer quand même d'éviter le jeûne. Comme on va commencer par les plus classiques. Les diabétiques par exemple. Les diabétiques, que ce soit le diabète type 1 ou type 2, c'est évidemment une contre-indication au jeûne. Il y a un fort risque d'hypoglycémie, parfois même d'hyperglycémie. Surtout quand la personne, c'est un diabète, c'est-à-dire récemment découvert. C'est ça, ils ne connaissent pas encore bien leur diabète. Exactement, mais dans tous les cas, on évite quand même le jeûne. On peut toujours,
profiter du ramadan spirituellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent quand même. Surtout les personnes âgées. Voilà, surtout les personnes âgées, de tout simplement ne pas jeûner. Oui. Et c'est un véritable risque pendant le ramadan. Donc là, on évite. C'est une contre-indication plutôt claire. Tout ce qui est hypertension artérielle qui n'est pas contrôlée, j'ai envie de dire. Il y a des risques de déshydratation, il y a des risques d'hypotension, toutes les pathologies où il y a des traitements aussi à heure fixe. On va essayer d'éviter de jeûner. Il y a aussi beaucoup par exemple, de cas d'anémie qui sont en cours, c'est-à-dire en cours de traitement. La personne n'est pas encore guérie, elle est encore en pleine supplémentation. On va éviter évidemment de jeûner, voilà, jusqu'à ce que l'anémie soit complètement corrigée et que même il y ait une période où elle a été stable, où l'hémoglobine a été stable. Donc on va aussi éviter ça. Les femmes enceintes et les femmes allaitantes, ça dépend aussi, c'est au cas par cas, mais par exemple pour l'allaitement, on va essayer d'éviter quand même lorsque c'est un allaitement, surtout les premiers mois, les 6 premiers mois, où ce n'est pas encore un allaitement mixte, c'est un allaitement qui est de façon conseillée, exclusive pour que la bonne santé de l'enfant, voilà, du nourrisson. Et donc, pour que la production de lait maternel soit continue, pour que la maman ne soit pas trop fatiguée, qu'il n'y ait pas tendance à l'hypoglycémie aussi, à l'hypotension, on va essayer d'éviter de jeûner pendant le ramadan. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de tous les troubles digestifs. Comme les ulcères, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, où il y a souvent le jeûne va interférer en aggravant un petit peu la maladie. Tout ce qui est ulcère gastro-duodénal, on doit éviter le jeûne jusqu'à guérison. C'est risqué. C'est même risqué pour la santé de la personne. Exactement. Surtout que l'ulcère pas gastrique, l'ulcère duodénal a tendance à récidiver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr que la pathologie est guérie pour pouvoir se remettre au jeûne et de façon prudente. Voilà, la maladie de Crohn aussi. La maladie de Crohn et le RCH, j'y arrive, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'il y a surtout en période de poussée, car comme on le sait, il y a des diarrhées chroniques, il y a des hémorragies comme dans le RCH, voilà, une déshydratation. Et donc le fait de jeûner, même si les journées sont quand même courtes, ça commence à devenir des journées courtes quand même pendant cette période, mais on va être quand même prudent, on va éviter de jeûner pendant les poussées et même en dehors si la maladie n'est pas stable, car il y a un fort risque de déshydratation surtout, et ça peut vraiment engendrer il y a des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils ont peut-être des carences aussi, et les carences sont insidieuses, donc on ne sait pas à quel moment il faut faire donc des apports de vitamine B1, B2, etc. Et c'est pour cette raison qu'il faut avoir du sel aussi. Voilà, d'avoir des fois des supplémentations, de faire des bilans régulièrement pour voir où ça en est et manger justement sain et varié pour éviter ces carences tout à fait. Et ne pas avoir ce risque, surtout pendant le jeûne du ramadan. Ce sont donc des conseils donc importants à suivre absolument avec son médecin traitant. Pour les personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies aussi qui sont aussi gênantes pour... Voilà, on oublie aussi certaines pathologies psychiatriques. On n'en parle pas assez, je trouve, pendant le ramadan, où le traitement doit être régulier, où l'alimentation et le rythme doivent être à certaines heures fixes. Et il y a certaines pathologies, notamment dépression, anxiété sévère, qui risquent de décompenser. Bipolarité, voilà, des pathologies un peu plus lourdes, voilà, où le jeûne risque plutôt le fait de ne pas avoir cette régularité de prise thérapeutique va décompenser la maladie. C'est le terme que je cherchais. Exactement. Ça peut décompenser les maladies. On n'oublie pas évidemment
les maladies qui touchent aux organes nobles telles que les insuffisances, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique. Là aussi, le risque de déshydratation est présent et il peut y avoir, lorsque le jeûne est assez, c'est-à-dire la journée est assez longue et que le jeûne est vraiment difficile pour la personne, il peut y avoir des risques de décompensation de ce type de maladie. Donc tout ce qui est cardiopathie lourde, pas de jeûne. Tout ce qui est insuffisance rénale, pas de jeûne pour ces personnes-là. Car la santé, au final, le but du jeûne, même spirituellement, pardon, c'est de se sentir mieux, c'est de préserver notre santé, car on le sait, c'est excellent pour la santé de jeûner, mais pour certaines pathologies, ça va devenir plutôt l'inverse. Et donc, pour ne pas tomber dans les méfaits, il faut ils vont décompenser et c'est très mauvais. Voilà, on a toujours cette façon, d'autres façons de vivre le ramadan spirituellement, au travers de la prière, au travers, ça ne va rien enlever au bienfait de ce mois sacré, Inch'Allah. Et il faut essayer de rassurer les patients dans le fait, même pour les personnes qui sont intéressées par le jeûne, il y a toujours le jeûne thérapeutique, je veux dire, je parle plutôt du jeûne thérapeutique, il y a toujours des types de jeûnes intermittents, de courte durée, pour reposer son système digestif, pour avoir les bienfaits du jeûne, mais sans altérer sa santé lorsqu'on a des pathologies à côté. Alors quelquefois, ce sont des maladies qui ne sont pas aussi graves comme par exemple les pathologies cardiaques. Là, ils peuvent essayer. Si ça se passe bien durant une première journée, ils peuvent continuer, mais bien sûr avec la surveillance du médecin. Voilà, et c'est pour cette raison justement que le suivi est important et que l'avis de 100 médecins traitants, qui a le dossier du patient, qui a connaissance du cas, de la thérapeutique à suivre, du bilan biologique de ce patient, qui peut décider vraiment est-ce qu'on peut jeûner ou non. Ou pas, bien sûr, c'est important. Les personnes qui aussi ont fait des interventions chirurgicales, là encore une fois, il faut attendre, il ne faut pas tout de suite dire ça y est, 15 jours sont passés, il faut suivre aussi l'avis de son médecin. Exactement. Les post-opérés, les personnes post-opérées, évidemment, c'est des personnes en convalescence, donc elles ont besoin déjà de prendre des traitements à certaines heures précises, elles ont besoin de récupérer leur énergie, donc évidemment que le jeûne est contre-indiqué pour en post-opératoire. Très bien. Merci beaucoup donc Ania pour tous ces conseils. Peut-être donc on se verra donc Firmda probablement. Inch'Allah. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup Ania. Un dernier mot, peut-être des conseils pour des maladies des métiers qui sont liés aussi. Oui, les travailleurs, surtout ceux qui travaillent à l'extérieur et ceux qui sont en horaire atypique, qui sont surtout, on va dire, touchés par le ramadan, vu que leur rythme de travail change. Donc, et surtout bien s'hydrater entre le ftor et sahur, c'est très très important pour couvrir la journée, surtout pour ceux qui travaillent à l'extérieur, exposés au soleil, donc un risque de déshydratation au cours de la journée. Donc il faut qu'après le ftor, ils prennent beaucoup d'eau. C'est très important par rapport du thé, de l'eau, du café, enfin des infusions, des jus sains aussi, pourquoi pas. On en parlera de on continuera à en parler bien sûr avec toi Ania. Merci beaucoup à vous. Donc je rappelle Madame Amina Rezak, vous êtes donc médecin donc du travail. On a été ravis de vous recevoir. On vous dit Sahar Mdanak et à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Ania, à très vite, donc la semaine prochaine probablement. Et puis on continue notre émission. Je vous invite à apprécier cette chanson. Le groupe Day qui nous chante Laïla. On se retrouve juste après.
ولقيت حدي Oui. Voilà, de retour sur notre plateau, elles sont là, elles sont donc en forme pour nous parler donc de cette campagne de l'ACEPA, l'association donc des pharmaciens d'Algérie, donc d'Alger. Avec nous, Sarah Tajdine, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc en troisième année. En troisième année, oui. Donc de pharmacie. Oui. Avec nous, Hana Tigran. Bonjour. Merci bienvenue. C'est gentil, merci. Vous aussi, vous êtes membre de l'ACEPA et vous êtes aussi en troisième année d'études en pharmacie. Exactement. Voilà. Et depuis que vous faites partie donc de l'ACEPA, vous tournez un petit peu pour vous faites donc des campagnes donc de sensibilisation. Oui. Et cette fois-ci, vous l'avez consacré aux maladies gastro-intestinales. C'est ça. Oui, puisqu'à l'approche de Ramadan, les gens ont tendance à avoir une alimentation un peu différente dans ce mois. Donc, on a consacré cette période pour parler de ces maladies gastro-intestinales. C'est ça. Et puis parce que beaucoup vont beaucoup en souffrir. Oui. Il y aura donc de l'alimentation, il y aura de bons plats et les gens vont faire des excès parce qu'ils ont faim, parce qu'ils mangent d'abord avec leurs yeux. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors vous allez travailler dans ce sens aussi, essayer de sensibiliser autour donc des plats et de l'alimentation, la nutrition. Oui, on va essayer de les conseiller de ne pas faire d'excès en sucreries, en gâteaux, en plats trop gras, et d'avoir une hygiène alimentaire assez bien équilibrée. D'accord. Vous aimez cuisiner d'ailleurs, vous me l'avez dit en coulisses. Oui. C'est une de vos passions. Oui, c'est ma passion de cuisiner. Mais dans les règles, c'est-à-dire pas d'excès. Pas d'excès. Quelquefois, on peut se permettre, mais en général, on essaye d'avoir une bonne hygiène. D'accord, une bonne hygiène de vie. Et tout cela, vous allez donc faire une campagne qui sera bien structurée à partir du 10 ? Du 10 au 21 février. Donc demain, ça commence. Exactement. Voilà. Et vous allez commencer par plusieurs points ? Plusieurs places, plusieurs points. Le 12, Inch'Allah, on sera au niveau de la place Kennedy. Oui, le 10, on sera à la place des Martyrs, la station de métro. Le 12, à l'université de Bouzaléa. Oui. Place Kennedy à El Biar. Oui, à El Biar aussi le 15. À Ruisseau aussi, la station de tramway. Et les auditeurs peuvent consulter... les téléspectateurs plutôt, peuvent consulter notre programme sur nos réseaux sociaux. Très bien. Oui, Instagram, Facebook, ils peuvent trouver toute notre campagne et où on sera situé. Vous êtes très actif au niveau donc, de l'ACEPA, vous venez souvent nous parler donc, de différentes maladies et campagnes que vous organisez à chaque fois. Et vous êtes un petit peu partout, vous êtes nombreux au sein donc, de l'ACEPA pour chaque campagne. On est maintenant 500 membres dans l'ACEPA cette année, oui. Et on organise des campagnes de sensibilisation selon les trimestres qu'on fait. Pas que ça. On fait des formations, des webinaires pour les étudiants en pharmacie pour les rapprocher du domaine professionnel, justement. Professionnel. Mais vous parlez beaucoup plus donc, de la thérapie plus que de la santé. D'accord. Oui. D'accord. Et comment ça se passe, les entretiens à travers les réseaux? Très très bien. On fait des vidéos, des stories, des quiz afin de sensibiliser, d'informer, d'encourager les dépistages et le suivi médical. Voilà. Et bien sûr, c'est important parce que donc, la personne est en contact direct avec vous, l'association. Et puis bon, il y a des médecins avec vous aussi? Oui, des fois, on fait des collaborations avec des médecins, des professionnels de la santé, afin d'avoir des informations qui sont fiables, et d'avoir
D'accord. Des informations correctes. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, parmi les campagnes que vous avez donc menées, les plus importantes, c'était toujours autour du cancer, j'imagine, hein, le plus souvent. Oui, on a fait autour du Octobre rose, Octobre en couleur. On a parlé Octobre bleu, tout ça. Oui, oui, pour parler du cancer du sein et toutes les maladies féminines. On fait aussi des campagnes pour parler de comment prendre les médicaments, l'automédication. C'est important, oui, tout cela. Surtout il y a c'est beaucoup notre d'automédication. L'automédication, oui, c'est très dangereux de s'automédiquer. On essaye aussi de sensibiliser sur ça. En fait, on a une campagne presque chaque mois sur différents sujets, pas juste les maladies. On essaye de parler de différentes les maladies infectieuses. On essaye d'aborder des sujets qui touchent le grand public. Alors, pour ce qui est des maladies gastro-intestinales, elles sont nombreuses, hein, les maladies gastro-intestinales. Tout à l'heure, notre rubricaire, on en a cité quelques-unes, liées bien sûr aux problèmes donc, intestinaux. Donc, on va peut-être en citer quelques-unes de ces maladies. Oui, on peut parler des MICI, c'est les maladies inflammatoires et chroniques de l'intestin. Parmi eux, la maladie de Crohn, c'est une inflammation du transit digestif. Aussi, le cancer coléo-rectal, c'est le cancer du côlon et du rectum. Donc, on essaye quand on aborde les gens, de leur demander s'ils ont des symptômes, comment leurs habitudes, pour les pousser à consulter pour un diagnostic précoce. S'inquiéter. Oui, voilà. Donc, beaucoup banalisent, hein. Ils sont par habitude comme ça, ils règlent le problème automatiquement. Voilà, ils font avec de l'automédication. Mais ils ne vont pas consulter. Quelquefois, ça peut être grave. Oui, si on a des douleurs abdominales, si on a des brûlures au niveau du transit, aussi. Des douleurs abdominales, comme a dit ma collègue, du trouble du transit, des diarrhées chroniques et prolongées et de la constipation aussi, du reflux aussi, c'est aussi connu pendant le ramadan. Les aigreurs aussi. Exactement. Donc si tout cela est présent, donc il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas, c'est justement, on incite les gens à consulter et à aller se rapprocher d'un médecin traitant, de leur médecin traitant, faire des analyses s'il le faut. Et puis bien sûr, est-ce que les gens sont inquiets quand ils viennent vers vous, ils vous posent des questions en disant ils sont très curieux. Oui, ils sont curieux, ils aiment nous poser des questions. Ils nous disent, ils nous racontent leur quotidien, voilà, avec cette pathologie. Oui, voilà, ils nous disent et ils sont inquiets. Ils sont inquiets des fois, oui. Alors, est-ce que vous allez distribuer des flyers? Comment ça va se passer cette campagne? On se rapproche aux gens, ils se rapprochent de nous car on a des stands, des stands et on distribue des flyers, on leur explique ce qu'il y a dedans et puis voilà. D'accord. On a des quiz aussi pour les enfants. Dans les stands, ça sera sur place? Ça sera sur place? Sur place, on a un stand, les membres qui rôdent autour et des quiz, des jeux pour attirer les plus jeunes et aussi pour les informer d'une façon plus lucrative et les inciter à venir plus ludique. On essaie de faire passer le message d'une méthode la plus simple possible afin qu'ils puissent nous comprendre. D'accord. Alors, toutes ces campagnes, vous serez combien pour cette campagne, par exemple? On part des dizaines, chacun... à des horaires fixes? De quelle heure à quelle heure? Vous serez sur place? C'est toute la journée. Toute la journée. Oui. Très bien. À partir de 9h jusqu'à l'après-midi. Voilà. Parfait. Donc, c'est des campagnes très intéressantes. Vous avez parlé donc de ces maladies gastro-intestinales. Et on va en citer quelques-unes encore, d'autres qui seraient aussi les plus souvent retrouvées chez les patients. Alors le plus souvent c'est les maladies inflammatoires du coup, puisque c'est en rapport avec l'alimentation, notre alimentation, si elle n'est pas bien contrôlée, équilibrée, c'est plus des inflammations au niveau... Liées à l'absorption aussi, au niveau donc, intestinal également. Oui, effectivement.
Là, on a la maladie de Crohn aussi, c'est une maladie aussi inflammatoire qui touche à peu près avant, on peut la diagnostiquer avant 30 ans. L'intolérance au gluten aussi, même pour certaines personnes, hein, parce qu'en général, ce sont les enfants qui souffrent de cela, mais après, quelquefois, on retrouve ça chez les adultes au courant de leur vie. Oui, elle peut se développer, les intolérances peuvent se développer, mais on essaye de se concentrer sur les maladies qui peuvent s'améliorer avec l'alimentation, qui peuvent... et qui ont des symptômes qui sont masqués, disons, au début, et qui peuvent se développer après négligence, justement. D'accord, d'accord. En tout cas, les conseils que vous allez donner, ce seront donc des conseils de pharmaciens, et en évitant bien sûr l'automédication, ça c'est très important. Et puis rappelez encore une fois que vous êtes sur le net, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi répondre, organiser des jeux sur les réseaux, n'est-ce pas? Exactement, on fait des vidéos pour... explicatif. Voilà, explicatif pour expliquer tout ce qui est maladie, et on donne des conseils aussi justement pour le mois du Ramadan, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut boire, ce qu'il faut éviter. Voilà, et si vous voulez aussi, vous pouvez nous poser des questions, on répond avec plaisir. Très très bien. Donc on rappelle encore une fois le rendez-vous, rappelez-nous un petit peu les endroits où vous serez exactement à partir de demain. Oui, on sera à la place des Martyrs, devant la station de métro. Aussi à l'université de Bouzelera le 12, Inch'Allah. Également à la place Kennedy le 15. Et à Ben Aknoun aussi le 17. Et pour finir le 19, on sera à Alviso devant la station de tramway. Très bien. Et puis vous aurez terminé votre campagne. Oui, en tout cas, bon courage, bravo à vous, Sahar Mdankom. Vous allez cuisiner de bons plats malgré les examens. Vous avez des examens cette période? Oui, on a des examens, mais on va essayer de trouver du temps pour cuisiner. Voilà, et lire, puisque c'est votre passion. Lire, vous, c'est le sport. Hein? Exactement. Alors, le sport, ça sera aussi l'occasion peut-être d'en faire. Exactement, c'est ce qu'on à une certaine heure. Hein. C'est ce qu'on conseille. Du coup, le public aussi, l'activité physique reste toujours importante, même pendant le Ramadan. Ce n'est pas une excuse pour tout arrêter. Voilà. Donc l'hygiène de vie, c'est aussi à travers le sport, bien manger de façon équilibrée. S'hydrater aussi. S'hydrater, c'est important. Ne pas juste prendre du café ou du thé, on pense que c'est hydratant, alors que non, au contraire, ça déshydrate le thé et le café. On privilégie l'eau surtout. L'eau, des tisanes. Voilà. Eh bien, merci pour tous vos conseils. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc étudiantes en 3e année toutes les deux en pharmacie. On vous souhaite bonne chance pour vos examens. Ça sera bientôt en plein Ramadan. Oui, malheureusement. Juste avant l'Aïd. Bon courage, juste avant l'Aïd. Inch'Allah. En tout cas, à très très vite. Bon courage pour cette campagne. Merci. Et merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la Régie 7. Et surtout, on continuera bien sûr donc de continuer à notre programme avec l'émission de Marie Moussaïd, l'instant matin. Au revoir et bonne journée.